Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. La victoire de Donald Trump et son retour à la Maison-Blanche pourraient faire apparaître une crise financière dans la zone euro. C'est du moins la thèse de notre invité du jour, Patrick Artus, conseiller économique auprès d'Ociam. Mais avant d'engager la discussion avec Patrick, rappel rituel, Synapse est une chaîne indépendante. Elle a besoin de votre soutien. Abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Bon, c'est pas un scénario très rose que vous nous promettez là. Qu'est-ce qui pourrait déclencher finalement une crise de la dette ou une crise financière dans la zone euro du fait de l'élection de Trump ? Il faut partir des États-Unis. Donc, moi, je pense, il y a débat chez les économistes stratégistes, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Je pense que Trump mettra effectivement en place une majeure partie de son programme. Et en particulier, qui mettra en place des droits de douane accrus sur les produits européens, qui mettra en place des réglementations financières assez importantes aux États-Unis et qui va freiner beaucoup l'immigration clandestine, qui a déjà freiné depuis les dernières décisions de Biden. Et donc, conclusion pour les États-Unis, ça apportera des hausses de salaire plus importantes puisqu'il y aura moins de main-d'œuvre disponible pour les entreprises. Et ça apportera des hausses de prix, puisque les hausses de droits de douane passent très largement dans les prix intérieurs américains. Alors on peut s'entre-déchirer sur l'étendue de cette hausse de l'inflation aux États-Unis. Il y a des évaluations qui sont entre 1 point et 6 points, donc la gamme est large. Enfin, je pense que 2-3 points de supplément d'inflation aux États-Unis, c'est tout à fait possible si vous cumulez une plus grande tension sur le marché du travail et l'effet des droits de douane sur les prix intérieurs américains. Alors, cela veut dire des taux d'intérêt à long terme plus élevés aux États-Unis. D'une part, parce que la Réserve fédérale, s'il y a beaucoup plus d'inflation, va réagir à cette inflation. Et d'autre part, parce que les anticipations d'inflation à long terme vont monter, donc les taux d'intérêt à long terme vont monter de façon indépendante. Et s'il y a, alors partons de 300 points de base de hausse de l'inflation, s'il y a 300 points de base de hausse de l'inflation, ça fait entre 150 et 200 points de base de hausse des taux d'intérêt à long terme américains. Ils ont déjà monté de 70 points de base, donc il resterait entre 80 et 130 points de base de hausse. Ça veut dire que les taux d'intérêt à long terme iraient au-dessus de 5% aux États-Unis. On sait qu'il y a une corrélation extrêmement stable et robuste entre les taux d'intérêt à long terme à 10 ans aux États-Unis et les taux d'intérêt à 10 ans en Europe. Il y a une corrélation de 0,5. C'est entre 0,4 et 0,5. Donc 1% de hausse des taux longs américains, c'est un demi-point en Europe. C'est 50 points de base en Europe. Et donc, si on a au total... Alors, les taux d'intérêt à long terme européens ont déjà monté. Ils ont déjà monté, d'ailleurs, dans cette proportion de 1 pour 2. Ils sont montés d'à peu près 30 points de base. Ce qui veut dire que la perspective sur les taux d'intérêt européens, c'est une perspective de hausse de encore à peu près de 50 points de base. S'il reste 100 points de base à faire aux États-Unis, ça veut dire que les taux allemands seraient un peu en dessous de 3, que les taux français seraient un peu en dessous de 4 et que les taux italiens seraient autour de 5%, au terme de ce processus de remonter les taux d'intérêt à long terme. Et là, c'est extrêmement ennuyeux pour l'Europe, parce que d'abord, c'est une hausse des taux d'intérêt qui n'a pas son origine dans une amélioration de l'économie européenne. Et donc, en particulier, elle fait monter les taux d'intérêt réels européens. L'inflation européenne va être plutôt déprimée, parce que plus grande difficulté à exporter aux États-Unis, producteurs chinois qui se reportent vers le marché européen et qui confortent la déflation industrielle en Europe. Donc il n'y aura pas plus d'inflation en Europe, il y aura plutôt moins d'inflation. Il n'y aura pas de hausse des taux d'intérêt de la BCE, il y aura plutôt plus de baisse. Et il y aura un effet négatif sur la croissance européenne de ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça sera plus difficile d'exporter aux États-Unis. Et donc, ça sera une hausse des taux d'intérêt à long terme
purement importée, si vous voulez, hein, qui n'a pas de rapport avec l'économie européenne, et donc qui aura comme effet, de dégrader les finances publiques. Il faut rappeler que, par exemple, dans un pays comme la France, 100 points de base de hausse des taux d'intérêt à long terme, c'est 1,10% du PIB de nécessité de réduction du déficit public. Hein. Et puis, ça nous fait passer dans une zone dangereuse, toujours prenons l'exemple de la France, la croissance potentielle en valeur, en France, c'est à peu près 3% par an. 1% de volume, 2% de prix. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt à long terme qui sont juste au-dessus de 3%. S'ils passent à 4%, ça fait des taux d'intérêt à long terme qui sont nettement au-dessus de la croissance potentielle, ce qui veut dire que la dynamique de la dette devient divergente. Hein. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour la dette publique, et puis évidemment aussi pour le marché de l'immobilier résidentiel en Europe et pour les décisions d'investissement des entreprises. Donc, en fait, importer une hausse des taux d'intérêt à long terme qui n'a pas sa source dans une amélioration de l'économie européenne, c'est bien entendu très négatif pour l'Europe. En fait, ça serait un exacerbateur des difficultés de l'Europe actuellement, puisque bon, l'Europe n'est tout de même pas dans une situation florissante. Hein, et est-ce que finalement les vrais problèmes de l'Europe, encore une fois, les taux serviraient de catalyseur, mais c'est celui d'un coût de l'énergie tout de même beaucoup plus élevé, qui a favorisé d'ailleurs les délocalisations vers les États-Unis. Puis on a eu l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui a aussi insisté, encore une fois, les délocalisations outre-Atlantique. Donc on voit bien qu'il y a une captation de l'épargne européenne par les États-Unis. C'est une stratégie que Trump va poursuivre, mais qui a été mise en place avant. Voilà. C'est absolument vital pour les États-Unis. Les États-Unis ont entre 3 et 4 points de PIB de déficit de leur balance courante. Et donc, s'ils n'importent pas entre 3 ou 4 points de PIB de capitaux à long terme, ils sont en crise financière. Alors, or, ils importent 6 points de PIB de capitaux à long terme, donc ils sont très, très larges. Et Trump peut effectivement même augmenter le déficit public, ça sera financé. Mais c'est vital pour les États-Unis de continuer à capter l'épargne du reste du monde. Ils captent essentiellement l'épargne des pays pétroliers et de l'Europe. Hein. Et en Europe, c'est essentiellement l'épargne des Hollandais et des Allemands qui part aux États-Unis. Mais la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, plus les restrictions à l'importation mises par Donald Trump, plus les déréglementations de tout type, vont rendre les États-Unis plus attirants pour les capitaux à long terme. Donc, et vous l'avez dit, la hausse des taux, elle est dramatique, mais parce que l'Europe n'est pas capable de produire de la croissance. Mais l'Europe sous-investit. Donc c'est le rapport Draghi, et tout le monde est d'accord. Tous les rapports pointent, il y a une insuffisance d'investissement en Europe, insuffisance d'investissement dans les nouvelles technologies. Les investissements dans les nouvelles technologies, c'est 5 points du PIB aux États-Unis, c'est 2 points du PIB en Europe. Hein. Donc un énorme handicap. Et puis, c'est les investissements de transition énergétique, les investissements d'amélioration de l'efficacité de l'industrie. On sait, Draghi chiffre ça à 800 milliards d'euros chaque année pendant 20 ans. Hein. Et donc, il y a un besoin colossal d'investissements supplémentaires en Europe. C'est à peu près 5... C'est un 4,5% du PIB à peu près. Hein, si vous avez une hausse des taux d'intérêt à long terme, ça va renforcer le degré de sous-investissement de l'Europe et ça va affaiblir encore la croissance potentielle de l'Europe. Donc, on sait que la solution en Europe, c'est que l'Europe, tant que l'Europe n'est pas capable de conserver son épargne pour investir en Europe, on aura un problème de sous-investissement. Aujourd'hui, il y a à peu près 3 points de PIB, du PIB de l'Europe qui partent aux États-Unis sous forme d'investissement à long terme, en trésoreries, en investissement d'entreprise, en achat d'actions. Et cette politique de Trump va plutôt renforcer cette attraction du marché américain pour les capitaux à long terme. Et donc je ne vois pas l'Europe comblant dans cet environnement son handicap d'investissement. Alors il y a aussi des causes européennes pures. On sait qu'il n'y a aucune coordination des politiques industrielles, par exemple, et puis que
En Europe, il y a vraiment un problème de leadership maintenant. Enfin, il y aura pas, il y aura pas de gouvernement allemand stable dans les 6 prochains mois. Emmanuel Macron est affaibli politiquement. Enfin, il y a pas de leader naturel de l'Europe qui pourrait dire il faut qu'on fasse un effort, il faut. Et puis, l'Europe, en fait, est très éclatée. Il n'y a que l'euro qui est unique, mais les politiques économiques sont pays par pays. Chaque pays essaye d'attirer des investissements étrangers en étant en concurrence avec les autres. Il n'y a pas de politique industrielle commune, il n'y a pas de politique énergétique commune. Mais est-ce que le problème de l'Europe, c'est pas de faire semblant d'être un pays alors qu'elle n'en est Oui, pas un? ce n'est pas un État fédéral du tout. Et d'ailleurs, la plupart des pays européens ne veulent pas que l'Europe devienne un État fédéral. Quand vous évoquez, quand Draghi, par exemple, évoque dans son rapport la constitution d'une dette publique de l'Europe de grande taille finançant en commun des investissements stratégiques, les Hollandais, les pays d'Europe de l'Est, etc., les Autrichiens et la plupart des Allemands crient en disant ce n'est pas du tout le projet européen, quoi. Donc on a un projet. Et donc le résultat, c'est il y a des obstacles énormes à la circulation des biens. Il y a absolument pas de coordination des politiques industrielles. Il n'y a pas, il y a pas de marché unique des capitaux, etc. Et ce n'est pas une zone monétaire optimale. Et quand bien même, on aurait une mutualisation des dettes. Encore une fois. Oui, l'Europe ne sera jamais les États-Unis. Bah oui, mais malheureusement, en ce moment où il y a des besoins d'investissement considérables et puis un besoin de rationalisation des investissements, aujourd'hui, l'Europe, c'est donnant-donnant. Donc, quand on fait un programme européen, par exemple Connect Generation EU, on saupoudre. Et on donne un peu à chaque pays. Mais il va falloir choisir des champions européens. Par exemple, dans les éoliennes, il serait assez naturel de décider que le champion européen, il est danois, et donc l'Europe aide la production d'éoliennes au Danemark, et puis aide la production d'hydrogène en France. Enfin, mais non, on saupoudre, et du coup, l'argent européen est distribué en taille beaucoup trop petite, et puis il y a une très grande inefficacité à cette situation de concurrence pour attirer les investissements, qu'ils soient européens ou étrangers. Bon, vous voyez l'Europe mal partie, en somme. On peut le dire. Franchement, quand on vous écoute, on ne voit pas grand espoir poindre à l'horizon pour l'Europe. Oui, mais à nouveau, il n'y a pas de leadership, clair. Il y a un pays qui va bien économiquement, qui est l'Espagne, mais qui ne va pas devenir le leader européen. Et puis l'Espagne va bien économiquement par le tourisme, etc., mais pas par... Enfin, il y a un peu de nouvelles technologies, mais enfin, c'est plutôt des industries plutôt moyen et bas de gamme qui sont... Et puis l'Espagne a bénéficié d'une énorme immigration en provenance d'Amérique latine aussi. Donc il n'y a pas de leader économique naturel, il n'y a plus de leader politique naturel. L'Allemagne ne peut pas renaître de ses cendres ? L'Allemagne va être tournée vers elle-même, vers ses propres difficultés pendant des années. Le secteur automobile, la chimie, etc., l'acier vont être en énorme difficulté durablement en Allemagne, avec la concurrence des États-Unis, la concurrence de la Chine. Alors est-ce que vous ne voyez pas justement possible une sorte de révolution copernicienne chez nos amis allemands, c'est-à-dire l'acceptation de la mutualisation des dettes par leur propre intérêt, c'est-à-dire on doit financer notre redéploiement industriel parce qu'on se fait tailler des croupières par les Chinois, nos entreprises partent aux États-Unis parce que les coûts énergétiques sont beaucoup moins chers là-bas. Non, mais le débat en Allemagne, c'est pas du tout d'adhérer à un projet européen de relance de l'industrie, c'est de sauver l'industrie allemande. Et donc, ils ont une dette publique qui est à peine supérieure à 60% du PIB. La plupart des partis, sauf les libéraux, et d'où la sortie des libéraux du gouvernement,
sont maintenant partisans d'oublier le Schuldenbremse, le frein à la dette, qui limite le déficit public à un tout petit peu à un niveau extrêmement faible. Mais c'est pour investir en Allemagne. C'est pas pour mutualiser quoi que ce soit en Europe. Non, mais que les arrière-pensées des Allemands soient claires et assez évidentes, leur préoccupation, c'est leur industrie. Mais est-ce que, compte tenu de la difficulté qui se présente à eux pour justement se redresser, ils ne vont pas faire un choix qui semble un choix collectif, mu par des intérêts particuliers. Je crois qu'ils feront le choix d'utiliser leur position budgétaire beaucoup plus avantageuse que celle des autres pays pour avoir des marges de manœuvre que n'auront pas les autres pays et redresser leur industrie. Cela étant, ça sera extrêmement difficile parce que l'industrie allemande, c'est de l'industrie milieu de gamme. C'est de l'auto, c'est de la chimie, c'est du plastique, c'est de l'acier, et c'est de l'industrie milieu de gamme qui est qui est en difficulté à cause des règles environnementales nouvelles européennes et qui est en difficulté avec la concurrence de la Chine et des États-Unis. Donc je crois que les Allemands vont se concentrer sur leurs problèmes intérieurs pendant beaucoup d'années. Mais du coup, on fait quoi en termes d'allocation ? En termes d'allocation globale sur les grandes classes d'actifs, il faut, pour l'instant, tant que les taux d'intérêt américains n'ont pas fini leur hausse, ce qui contaminera les taux d'intérêt à long terme européens, comme on l'a dit, il faut réduire les durations, il faut investir en actifs de taux à plus courte maturité. Sur les actions, il faut privilégier les actions américaines. Parce que davantage de croissance, déréglementation, incitation publique, investissement étranger aux États-Unis. On ne touche pas aux actions européennes alors ? Et alors sur les actions européennes, on n'est pas dans une logique d'acheter des indices européens. Les indices européens vont sous-performer continuellement par rapport aux indices européens. Il faut avoir une allocation sur les secteurs qui vont bien. Alors on peut avoir l'idée que les secteurs qui vont bien en Europe, c'est l'aviation, la défense, la pharmacie qui se reprendra, parce qu'il y a des grandes entreprises de pharmacie européennes qui ont des projets, des portefeuilles de brevets à développer. Et sur les autres secteurs, on peut être quand même assez dubitatif, parce que la consommation des ménages européennes reste plombée par la remontée du taux d'épargne. Donc tous les secteurs liés à la consommation sont affaiblis, c'est-à-dire la distribution, les industries des biens de consommation, l'industrie textile, etc. On a le luxe a le problème d'accès au marché chinois et le problème de la concurrence chinoise. De concurrence chinoise et puis le problème d'hésitation du consommateur chinois. Il reste le tourisme. Et puis, voilà. Donc, c'est une logique vraiment d'aller chercher quelques secteurs qui ont des perspectives de croissance dans un environnement européen qui est globalement défavorable. Alors, ok, ça c'est pour la logique sectorielle, mais est-ce qu'on n'a tout de même pas des leaders mondiaux en Europe dans lesquels investir encore ? Oui, clairement. Le CAC 40 a plus de la moitié de son chiffre d'affaires en dehors de France. Mais il y a une corrélation quand même extrêmement forte entre même l'indice CAC, par exemple, et la situation de l'économie française, qui est une corrélation très illogique, parce que on devrait corréler l'indice CAC à l'économie mondiale, quoi. Mais en réalité, il y a vraiment un lien très important avec l'économie française et avec l'économie européenne. Donc dans les perspectives de croissance extrêmement faibles en Europe, du fait de l'absence de gains de productivité, de la consolidation budgétaire et de l'hésitation des ménages, globalement, je crois que les indices européens seront quand même à la traîne des indices américains assez durablement. Alors je reformule ma question. Là, vous avez parlé d'approche sectorielle et vous dites, oui, si on a un investissement justement via les indices, c'est-à-dire via les ETF, là, il faut faire attention. Mais est-ce que on ne doit pas substituer à l'approche sectorielle du stock picking, justement ? Oui, bien sûr. Et il faut faire une analyse.
des perspectives sectorielles et de l'entreprise. Et je crois passer d'une logique d'investissement dans les indices européens à vraiment une logique de stock picking. Oui, c'est tout à fait le cas. Bon, je vais essayer de synthétiser tout ça, mais avant, vous l'avez compris, Patrick nous l'a dit, il faut faire du stock picking. Donc si vous voulez trouver des cas d'investissement intéressants, accéder à des analyses sectorielles également un peu pointues et discuter avec d'authentiques analystes financiers à l'occasion de live, eh bien c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien en haut à droite de l'écran ou sur celui qui se trouve en bas dans la description. La synthèse à présent. Alors beaucoup de choses ont été dites, mais enfin l'idée générale c'est que vous croyez que Trump va appliquer son programme, que cela va entraîner une poussée inflationniste aux États-Unis, qui aura pour résultat de provoquer une hausse des taux longs américains. Le problème, c'est qu'une hausse des taux longs américains a un retentissement sur les taux longs européens. Et vous nous avez dit très précisément, Patrick, que généralement, 1% de hausse des taux longs aux États-Unis se traduit par 0,5% de hausse des taux longs européens. Ça ne serait pas un problème si l'Europe était dans une situation florissante, ce qui n'est pas le cas. En fait, une hausse des taux longs, c'est pas très grave si ça sanctionne, entre guillemets, un dynamisme économique. Or, ce dynamisme économique, on le cherche en Europe. Au contraire, on a des États qui tirent la langue, pour le coup, des finances publiques qui sont particulièrement détériorées. Donc, une hausse des taux longs peut être dramatique et on peut assister finalement à une nouvelle crise des dettes souveraines par un effet papillon. Mais là, l'effet papillon, il serait terrible parce que ça serait un ouragan chez nous. Et vous dites aussi que l'Europe, comme terre d'investissement, n'est pas très attrayante parce que l'Europe va mal. Elle souffre d'un manque de compétitivité évident. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas lui imputer. C'est sûr que les coûts énergétiques qui la frappent comparé aux États-Unis, c'est pas de sa faute. Mais il y a un retard en investissement, on va dire consubstantiel, quasiment. On a un excès d'épargne, et cette épargne en plus file aux États-Unis, où là, finalement, elle trouve plus matière à être rassurée, puisqu'il y a une rentabilité du capital supérieure, et puis une dynamique, et puis une hégémonie américaine, une suprématie. L'Europe aussi a un gros problème, c'est qu'elle n'est pas un pays, ça vous l'avez bien dit, que ce n'est pas une zone monétaire optimale et que chacun finalement cherche à s'en sortir par ses propres moyens. Il n'y a pas vraiment de solidarité européenne. Donc l'Europe en tant que terre d'investissement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, on l'a bien compris, du côté des marchés de taux. Donc les obligations, là, prudence, 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 puisque vous vous attendez plutôt à des secousses. Et du côté des actions, vous avez énuméré quelques secteurs qui pourraient, disons, maintenir la tête hors de l'eau. Vous avez dit que, voilà, il y avait la pharmacie, la défense, entre autres. Mais qu'il faut davantage faire du stock picking. Il ne faut surtout pas jouer les indices européens, parce qu'ils vont souffrir comparativement, ne serait-ce qu'en relatif par rapport aux Américains, et ils risquent même de souffrir, même en absolu, si on vous suit bien. Mais il y a tout de même des choses à faire en Europe. Mais dans ce cas-là, il faut faire ce qu'on appelle du stock picking, aller sélectionner les entreprises une par une en fonction de leur qualité fondamentale. C'est correctement résumé, Patrick? Parfaitement résumé. Merci beaucoup pour cet échange, Patrick. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez les émissions, on lit vos commentaires et on essaie d'y répondre. Partagez nos contenus et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. À très bientôt.